Merci de nous recevoir chez vous. Dans un instant, les titres du journal. Sur instruction du chef de l'État, les autorités de la ville de Niamey ont lancé une opération coup de poing insalubrité. Les échos dans ce journal. Lancement ce matin des travaux de réhabilitation du stade municipal de Niamey, un site de compétition pour la CAN des cadets que le Niger organisera en février 2015. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information que nous débutons par cette brève. Nous venons à l'instant de l'apprendre. Les officiers de police arrêtés dans le cadre de l'affaire dite de faux passeport étaient, il y a quelques minutes de cela, devant le juge du tribunal de grande instance de Niamey. Ils seront de nouveau devant le juge en principe demain samedi à partir de 10h. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. L'actualité politique dans ce journal, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale a réagi à la sortie hier du président du groupe parlementaire Lumana. Bakari Seydou est en effet revenu sur la participation du Niger à la réunion de l'Union interparlementaire tenue à Genève et pour laquelle Ben Omar a usurpé selon lui le titre et le rôle du président de l'Assemblée nationale pour conduire la délégation du Niger. Le président du groupe parlementaire Lumana a également mis en garde Ben Omar sur les attaques contre Hamamadou. C'est à tout cela que Ben Omar a réagi ce matin. Nous l'écoutons. Moi, je pensais qu'à son point de presse, il allait sortir pour me contredire, pour dire que non, comme l'a fait circuler une certaine rumeur, qu'on n'a pas siégé, il n'a pas pu infirmer cela. Deuxièmement, il est sorti pour dire qu'il va couler le bec à Ben Omar. Mais je me demande sur quelle planète nous sommes. Qui est-il lui pour m'empêcher, moi Ben Omar, député de mon État, va m'empêcher de parler. Et je l'autorise et je lui demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je lui donne toutes les autorisations de dire tout ce qu'il connaît sur Ben Omar. Parce qu'il a dit que entre Ben Omar et Amadou, c'est une longue histoire. Ok, c'est une longue histoire. Mais je lui demande pardon. Et Dieu va lui demander cela demain. S'il cache un seul centimètre sur ce qu'il connaît sur moi, il n'a qu'à le raconter. Je lui donne l'autorisation gratuite. Par contre, s'il y a quelqu'un qui doit dire que lui, il a des choses à déballer, c'est bien moi, c'est pas lui. Et je l'autorise à faire tous les déballages qu'il voulait. Mais moi, j'ai déjà des choses à dire. Mais j'attends qu'il fasse ressortir son déballage et il entendra maintenant, moi, le déballage que je ferai. Monsieur Seydou Bakari est très mal placé pour me donner, moi, des leçons de démocratie, de comportement ou de vie privée ou active avec M. Hamamadou. J'ai connu M. Hamamadou en tant que Premier ministre. Moi, j'étais ministre dans son gouvernement. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Quand j'ai connu M. Hamamadou, ensuite, à partir de 2011, à l'Assemblée nationale, c'est en tant que membre de la majorité. Il était membre de la majorité au titre de Lumana. Je suis membre au titre de mon groupe, les démocrates. Mais même en ce moment, nous, on sait les dialogues que nous entretenons. Jusqu'au fameux jour du renouvellement du bureau 2012-2013. Et là, moi, j'ai des choses à déballer en ce moment. J'attends qu'ils fassent leur déballage. Et plus encore autre chose. Mes rapports ne sont pas des rapports intimes. Quel rapport j'ai avec M. Hamamadou? Mais je dis que moi, je suis un animal politique. Et j'ai l'impression que M. Seydou Bakari n'a rien compris de la politique. Je fais de la politique. Et je sais ce que ça veut dire. Et je ne fais pas la politique avec des états d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme. Il faut qu'on se comprenne et qu'on l'examine minutieusement. Que chacun se regarde dans son miroir. Peut-être que les gens ont appris la politique dans la rue. Moi, j'en fais une chose depuis mon jeune âge. Depuis 14 ans, j'ai commencé à étudier la politique. Dans la théorie comme dans la pratique. Et certains se disent que Ben Omar, comment même il est devenu député, Inch'Allah, tant que je serai vivant, et tant que le Niger évoluera dans un contexte démocratique, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, Ben Omar va faire de la politique. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le nombre de députés nationaux pourrait connaître un changement. Les autorités de la 7e République ont envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale
Une augmentation de 113 à 511 députés. L'opposition parlementaire n'est pas du tout d'accord avec la façon dont l'augmentation se prépare. Les précisions avec Asman China. De 113 actuellement, le nombre de députés est sur le point d'être revu à la hausse pour atteindre 171, soit une augmentation de 58 députés. En tout cas, les débats autour de ce sujet ont eu lieu à l'hémicycle. Le gouvernement initiateur d'un projet de loi dans ce sens y tient beaucoup. Les députés de l'opposition s'inquiètent. Lorsque ce texte a atterri à l'Assemblée nationale, au niveau de la commission des affaires générales et institutionnelles, nous avons jugé utile, comme d'habitude, d'entendre les membres du gouvernement porteurs de ce texte. À cette occasion, nous avons eu l'occasion, dans un premier temps, d'écouter le ministre chargé de la décentralisation qui représentait le ministre de l'Intérieur, qui était absent. Et à son arrivée, à son retour, le ministre de l'Intérieur avait voulu aussi se faire entendre par les commissaires, ce qui a été fait. Nous avons, à cette occasion, eu un échange très fructueux avec lui et nous avons développé un certain nombre d'arguments que nous avons ensemble partagé. Le premier élément, c'est d'abord de nous interroger sur l'opportunité. Puisqu'il y a une loi qui existe déjà, nous pensons que l'exercice consisterait d'abord à revisiter ce texte de loi qui détermine le nombre de sièges à 113. Est-ce qu'aujourd'hui, les 113 députés que nous sommes en train de faire efficacement le travail auquel la Constitution nous a assujettis? Ce travail de représentation, ce travail de production législative de qualité, est-ce que nous sommes en train de faire? Nous estimons que c'était cet exercice-là qu'il fallait faire pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. L'idée d'augmenter le nombre de sièges à l'Assemblée est bonne, mais il faut que les choses se passent dans le respect des règles de l'art, estime l'opposition parlementaire. Nous ne sommes pas contre le principe qu'il faut, mais nous estimons que c'est un débat qui doit se faire de manière consensuelle pour voir le niveau d'augmentation des sièges. Ensuite, déterminer de manière pertinente la répartition de ces sièges tant sur le territoire national qu'au niveau de l'extérieur. Et nous étions tombés d'accord au niveau de la CAGI avec le gouvernement pour que le texte, et le ministre avait pris l'engagement de défendre cette position au niveau du gouvernement. Il est parti et à notre grande surprise, le ministre est revenu ce matin pour nous dire que le gouvernement a déjà le texte a déjà passé en conseil des ministres et que pour le gouvernement, il n'est plus question de revenir sur ce projet de loi et qu'il souhaite que le 28 prochain, que ce texte soit discuté et adopté par l'Assemblée nationale. En tant qu'acteurs politiques, nous aurons souhaité que cette question éminemment politique puisse être véritablement discutée au niveau du CNDP, qui est le cadre institutionnel dont s'est doté notre pays et qui a fait sa preuve dans la recherche consensuelle du règlement de problèmes politiques. Cette augmentation tient compte des résultats du dernier recensement général de la population, mais aussi des Nigériens à l'extérieur. Je l'annonçais dans les titres, le maire central de la ville de Niamey a entrepris ce matin une visite sur les sites de démarrage des séances d'évacuation des ordures prévues pour durer une semaine dans les 5 arrondissements de la ville de Niamey. Le maire central a été accompagné par les 5 maires des différents arrondissements. Et il était également accompagné par nos reporters Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Faire de Niamey une ville propre où il fait bon vivre, c'est désormais le principal souci des autorités municipales, au premier rang duquel le président du conseil de ville de Niamey, qui a fait ce matin le tour des 5 arrondissements qui comptent la ville de Niamey. Objectif, s'inquiéter de l'effectivité des travaux d'évacuation d'ordures lancés hier au garage municipal. Nous venons d'effectuer effectivement avec vous la tournée dans les 5 arrondissements intégralement, où vous avez constaté de visu que chacun des arrondissements a été doté d'équipements et de moyens financiers nécessaires pour une semaine de travail. L'objectif visé est de débarrasser Niamey, en tout cas, des déchets solides qui jonchent un peu partout notre capitale. Nous avons fait le tour des arrondissements. En tout cas, je peux dire que le début de cette opération, donc est satisfaisant.
Maintenant, il faut qu'on maintienne la pression, effectivement, pour ne pas relâcher. Et Inch'Allah, nous ne relâcherons pas. D'autres initiatives suivront après cette semaine consacrée aux ordures. J'ai signé un arrêté hier pour former effectivement un petit comité de réflexion qui va regrouper les agents, les techniciens de la ville et les techniciens du Haut Commissariat pour une semaine, pour qu'à l'issue de cette semaine-là, un plan d'action soit élaboré par nos deux équipes. Ce programme va s'étaler sur 6 mois, si je ne m'abuse, pour voir effectivement dans les 6 mois à venir, effectivement que Niamey Niala connaissent une bonne application sur le terrain. Une bonne collaboration de la population est sollicitée pour que cette opération soit une réussite totale. L'exécution sur le terrain et direction au niveau du premier de l'arrondissement communal plutôt Niamey 5, où les agents de terrain sont également à pied d'œuvre pour rendre propre la ville de Niamey, comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence Issou Mamadou. Le maire du 10 arrondissement Issa Hamani est confiant quant à l'atteinte des objectifs visés à travers l'opération de salubrité d'une semaine. Le point avec Omar Issouf. Il aurait fallu juste que l'arrondissement communal 5 soit équipé de chargeuses pour que l'opération de ramassage d'ordures débute. Les ordres du président de la République et du Premier ministre à l'endroit des maires qui sont rendre propre la ville de Niamey sont ainsi exécutés par le maire du 5e arrondissement. Une façon de rendre salubre le cadre de vie de la population de la rive droite. On vient de commencer. Pour qui connaît le 5e arrondissement, on a commencé sur la bretelle qui va du rond-point au nouveau pont. Inch'Allah, d'ici lundi, en tout cas, tous les dépotoirs visibles seront traités. Et nous allons rentrer pour le restant des jours, nous allons rentrer dans la commune au niveau des autres dépotoirs. Débarrasser Niamey des ordures, cela va se faire. Pérenniser l'action ne se fera pas sans l'aide des populations. Vous allez voir, même si nous traitons ces dépotoirs, dans les jours qui suivent, la population va revenir encore. Donc l'appel que je lance à l'endroit de la population, c'est de nous aider à décanter cette situation. Présentement, le problème de la ville de Niamey, c'est un problème de déchets. Or, si toutes les populations se rendent compte effectivement qu'en dehors de mairie, si chacun, au niveau de sa concession, peut aider les mairies à dégager ces déchets, certainement que Niamey sera Niala. Il faut attendre quelques jours pour constater le résultat du travail abattu par les agents de terrain. Mais d'ores et déjà, Issa Hamani est confiant quant au résultat. Visite également ce matin du maire du premier arrondissement sur le site servant de point de départ pour l'opération salubrité d'une semaine lancée par les autorités centrales de la ville de Niamey. Le maire a trouvé une équipe prête et dynamique pour réussir le pari de rendre propre le premier arrondissement de Niamey en une semaine. Retrouvons Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Les autorités municipales de la ville de Niamey ont engagé une lutte sans merci contre les tas d'ordures omniprésents dans la capitale. Dans le premier arrondissement, les agents s'activent pour ramasser ces ordures. Le premier responsable de cette entité est allé sur le terrain constater l'évolution des travaux. Deux polybènes et une chargeuse sont mises à la disposition du premier arrondissement pour évacuer les ordures en une semaine. Nous avons démarré ici hier. Et on va continuer aujourd'hui pour finir avec les ordures. Donc c'est le site de la 3e latérite. C'est hier qu'on a pu dégager donc, la voie pour que les voitures puissent circuler librement. Mais je vous rappelle que depuis sa prise de fonction en novembre 2013, je pense que c'est la 4e fois qu'on est venu ici avec le maire président du conseil de ville. Donc on a toujours nettoyé ce site. On a mis même de la latérite contre le mur que vous voyez derrière moi là, pour que les gens ne puissent pas verser, mais ça continue toujours. Maintenant nous allons prendre des dispositions. Je pense qu'il faut que le site soit gardé nuit et jour.
pour que les ordures ne puissent pas venir sur le goudron. On ne les a pas empêchés, mais on les a montré l'endroit où ils doivent verser. Donc c'est le dépotoir sauvage là qui nous crée beaucoup de problèmes. Une initiative que le maire entend pérenniser. Après la semaine, nous allons faire le point et on va continuer selon nos disponibilités, selon nos moyens. Avec cet élan pris par les autorités du premier arrondissement, les montagnes d'ordures et autres dépotoirs sauvages ne seront qu'un mauvais souvenir pour les riverains. Autre aspect de ce journal, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 24 octobre 2014. C'est en effet d'examiner la situation socio-académique de ces militants et la situation sociopolitique de notre pays et au plan international. À l'issue de cette réunion, le comité directeur a rendu public une déclaration et nous est résumée ici par notre reporter Asma et Souleymane Barma. La situation socio-académique et la situation sociopolitique au plan national et international ont constitué l'essentiel de la déclaration rendue publique par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Le CDISN déplore avec la dernière énergie le retard et l'indisponibilité de certains enseignants et chercheurs au niveau de toutes les universités publiques et plus particulièrement l'université Abdou Moumouni de Niamey, dans l'accomplissement de leurs obligations et exige des autorités rectorales l'effectivité des masters déjà ouverts et l'ouverture d'essais en instance et exige par la même occasion la construction des ateliers de formation dans tous les instituts universitaires de technologie et dans toutes les écoles professionnelles et techniques publiques. Le comité directeur de l'ISN s'indigne du traitement réservé à certains de ses militants par l'ANAB, qui, par sa mauvaise foi avérée, traîne encore les réclamations de l'aide sociale et tient pour seul responsable le gouvernement de ce qui adviendra les jours à venir. Le CDISN rejette par la même occasion les nouvelles exigences de la DEPRI, qui consiste à exiger un BTS pour la poursuite de la bourse après la licence et demande une dérogation pour la vérification des diplômes par le ministère pour ne pas pénaliser les étudiants au niveau du dépôt de dossiers. Le CDISN exige dorénavant de l'ANAB le paiement simultané de la bourse au niveau de toutes les universités publiques du Niger ainsi que le paiement dans le délai de la bourse des étudiants nigériens à l'international. Le CDISN déplore et condamne énergiquement l'ingérence de certaines personnes dans l'action. Le comité directeur de l'ISN demande à toutes ces sections de rester unies et solidaires pour faire échec à toute tentative de division, de récupération et ou de liquidation de notre cadre organisationnel. Le bras de fer qui oppose la classe politique nigérienne ces dernières semaines préoccupe également le CDISN. Le CD déplore le comportement peu orthodoxe de la classe politique nigérienne qui se vertit à des prises de position hasardeuses décousues de toute tolérance. Cette classe politique qui a fait ses preuves pendant plus de 23 ans continue à prendre notre pays en otage. En effet, si le développement humain de notre pays tarde à se réaliser, c'est suite à ceux parmi eux qui ont fait et qui font de la politique un cadre d'accès au pouvoir pour piller et détourner pendant que le peuple végète dans une précarité ambiante. Au plan international, le CDISN fustige le comportement laxiste et complaisant de la communauté internationale dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Un mot de santé dans ce journal. Rencontre d'échange ce matin au siège du SINAM entre le ministre de la Santé publique et les représentants des organes de la presse publique et privée. Objectif, prévenir efficacement la fièvre à virus Ebola. Le compte rendu de cette rencontre avec Nafis Sakou. Cette rencontre d'information et de sensibilisation entre le ministre de la Santé publique et les médias publics et privés rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de prévention de la maladie à virus Ebola.
En effet, en plus des 5 pays de l'Afrique de l'Ouest touchés par cette maladie, le Mali vient d'élargir la liste des pays avec un cas déclaré depuis ce matin. C'est pourquoi le ministre de la Santé a souligné les activités que comptent mener les autorités de la 7e République pour prévenir cette maladie. Le Niger n'a certes pas notifié de cas de la maladie à virus Ebola jusqu'à cette date. Mais au regard du mode de transmission interhumain de la maladie, favorisé par les voyages aériens, terrestres et maritimes, nous demeurons un pays à risque. C'est pourquoi, pour parer à toute éventualité, le Niger a élaboré un plan d'urgence, totalement financé par le Trésor national, dont les actions prioritaires tournent autour de la formation des agents de santé et de la sensibilisation des populations. Mais suite aux différentes recommandations ici des rencontres sous-régionales, sous l'égide de l'OMS, les États ont révisé leurs différents plans de riposte en considérant les 3 phases, avant, pendant et après l'épidémie. Pour ce faire, nous avons décidé de la révision de notre plan en mettant en place 4 sous-comités pour prendre en compte tous les aspects de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette révision a regroupé tous les acteurs multisectoriels de la lutte contre la maladie à virus Ebola pour prendre le maximum d'avis et de suggestions. Le choix des hommes des médias à cet atelier d'information et de sensibilisation sur le virus Ebola n'est pas un fait du hasard. Les actions de sensibilisation que nous attendons de vous doivent non seulement permettre aux populations de connaître les facteurs favorisant la transmission de la maladie à virus Ebola et comment éviter de se contaminer, mais surtout d'aider les populations à un changement radical de comportement. En effet, la non-observance de la pratique de lavage des mains à l'eau et au savon, les manipulations des corps des personnes décédées sans respect des règles de l'hygiène lors des funérailles, le non-respect des règles d'hygiène lors des grands événements sociaux, le recours aux tradis praticiens avant les services de santé, l'insuffisance dans le respect des normes de protection individuelle chez certains agents de santé, la cohabitation avec les animaux domestiques et sauvages sont autant de facteurs sur lesquels il faut mener une campagne intense de communication pour barrer la route à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. À noter qu'un comité interministériel présidé par le Premier ministre Brigitte Raffini a été mis en place pour prévenir et lutter contre la fièvre à virus Ebola au Niger. Pendant ce temps, un premier cas d'Ebola a été enregistré au Mali. Il s'agit d'une petite fille de 2 ans qui revenait d'un voyage dans le sud de la Guinée. Le gouvernement malien tente de rassurer la population. À la télévision, le présentateur confirme un premier cas d'Ebola au Mali. Une fillette de 2 ans, infectée alors qu'elle venait de Guinée avec sa grand-mère. La petite fille a été hospitalisée dans un hôpital de Caille, à l'ouest du pays. Elle a été placée en quarantaine. Le ministre de la Santé se veut rassurant. L'état de la fille, comme le service nous le rapporte, s'améliore grâce à une prise en charge précoce. La petite fille et sa grand-mère revenaient de Kissidougou, une région du sud de la Guinée, l'un des pays les plus touchés par Ebola. Le Mali refuse de fermer ses frontières, mais des contrôles sanitaires sont effectués sur les personnes qui passent d'un pays à l'autre. Cela n'a pourtant pas suffi à détecter la maladie chez la fillette. Il est possible que des personnes puissent passer à des moments où les fièvres ne sont pas détectables et que plus tard la maladie évolue et qu'il y a l'émergence de la fièvre qui est le premier signe de la maladie. Il s'agit donc d'un cas importé de Guinée. Fin août, le Sénégal avait lui aussi enregistré un cas d'Ebola, un malade venu également de Guinée, mais il a pu être soigné et n'a pas provoqué d'autres contaminations. Le 17 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré la fin de l'épidémie au Sénégal. Retour au pays où le Conseil des ministres en date du 23 octobre 2014 s'est entre autres penché sur un projet de loi autorisant l'adhésion du Niger au 2e protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques
adoptée le 15 décembre 1989 à New York. Une décision vivement saluée par la coalition nigérienne de lutte contre la peine de mort à travers son président pour qui le combat ne fait que commencer. Al-Mustafa Moussa, président de la dite coalition. À travers ce deuxième protocole facultatif, les États parties s'engagent à abolir la peine de mort, à promouvoir la dignité humaine et développer le développement progressif des droits. Dans ce même protocole d'accord, il est exclu toute exécution des personnes relevant des États parties. Et vous comprendrez aujourd'hui, et nous en tant que coalition nigérienne contre la peine de mort, en tant qu'abolitionnistes, nous ne pouvons que nous en féliciter et encourager le gouvernement à aller de l'avant. Et aujourd'hui, les conclusions auxquelles on attend, c'est qu'en principe, le code pénal du Niger doit être modifié parce que jusqu'à présent, il contient ces dispositions de la peine de mort là. Et en tout cas, nous encourageons le gouvernement. Et aujourd'hui, nous pensons que, en tout cas, notre pays vient de faire un grand pas parmi les pays abolitionnistes. Et nous, notre combat va continuer à mener le plaidoyer nécessaire qu'il faut auprès de nos partenaires, auprès de la communauté internationale, auprès même de l'institution étatique à travers l'Assemblée nationale. Quand le projet va venir au niveau de l'Assemblée, il faut que nos députés, à l'unanimité, qu'ils agissent des députés de l'opposition, de la majorité, que vraiment ce projet de loi soit adopté. En ce temps-là, nous pouvons dire qu'au Niger, nous sommes véritablement dans un état de droit. Le Niger est devenu un état abolitionniste à l'image du Sénégal, à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'image de Bénin qui est sur la voie de l'adopter. Et en tout cas, nous disons encore merci au gouvernement, mais le combat ne fait que commencer. Notre objectif, c'est d'abolir la peine de mort d'ici peu. Dans cette édition d'information, nous vous amènerons à la découverte de la ville de Turin, une cité historique et économique dont son histoire remonte aux années 1500. La carte postale de Turin est signée notre envoyé spécial Hassan Salem Mustafa, qui a séjourné récemment dans cette ville turinoise. L'histoire de Turin débuta au IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand le long de la rive du Po, le plus grand fleuve d'Italie, long de 652 km, s'installent les premières tribus celtiques à la recherche des plaines cultivables. Elles sont appelées Taurins, d'où le nom de leur première implantation, Taurazia. Turin a été fondée à l'époque romaine par Auguste, qui est le premier empereur romain connu sous le nom d'Augusta Taurinorium. La ville prend son essor en 1563 lorsqu'elle devient la capitale de la Savoie, qui était un territoire culturel de l'Europe de l'Est et qui faisait partie de la France en 1860. Ainsi, en 1899, Turin est devenu le siège historique du constructeur automobile Fiat. L'exposition universelle tenue dans cette partie de l'Italie en 1902 est souvent considérée comme le summum de l'art nouveau et la ville accueille l'exposition universelle en 1911. En effet, la ville de Turin est un centre industriel important où se trouve le siège de l'entreprise automobile Fiat. La ville s'est aussi imposée comme une destination touristique de plus en plus populaire, soit la 203e dans le monde en 2008 avec environ 240 000 arrivées internationales chaque année. Turin est bordée à l'est par la colline turinoise qui surplombe la ville et à l'ouest par les Alpes avec le Val de Suse. L'agglomération de Turin compte près de 1 700 000 habitants, tandis que son aire urbaine compte 2 200 000 habitants, ce qui en fait la 4e plus grande ville d'Italie. Les activités économiques sont riches et diversifiées. Automobile et sous-traitance, micro-informatique, construction ferroviaire, assurance, banque, transport routier, mode et textile, industrie agroalimentaire et dérivés, ce qui en fait un des poumons économiques de l'Italie. Le climat de Turin est de type subtropical humide avec comme particularité de forts écarts de température entre l'hiver et l'été qui lui donnent une tendance continentale. En outre, la ville est soumise à la proximité climatique des Alpes qui sont une chaîne de montagnes qui s'étend en Europe recouvrant la frontière nord de l'Italie
le sud-est de la France est à des vents chauds et secs parfois. Une des particularités de Turin et qui fait sa beauté aujourd'hui, c'est l'aspect traditionnel de l'architecture de la ville avec ses constructions qui datent du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Aussi, sa splendide Mole Antonelliana qui est une structure en maçonnerie en forme de dôme long de 167,5 mètres de haut dont la construction commença en 1863. C'est l'un des plus hauts édifices en maçonnerie d'Europe, devenu de nos jours le monument qui symbolise la ville à l'instar de la Tour Eiffel à Paris ou de la Statue de la Liberté à New York. C'est cette merveilleuse ville de Turin qui a accueilli du 13 au 17 octobre dernier les professionnels des médias venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, du centre et du Madagascar pour une formation sur le droit au travail, soit une quinzaine, dont 3 Nigériens. Ibrahim Yero du groupe Bonferré, le freelance Hussein Issa et votre serviteur du groupe Labari. Et du sport dans ce journal, les travaux de la reprise du stade municipal de Niamey ont officiellement lancé ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalan. Le stade municipal est l'un des sites de compétition de la CAN des cadets qui aura lieu dans notre pays à partir de février 2015, c'est-à-dire de moins de 4 mois. À quelques jours de l'arrivée au Niger d'une troisième mission de la CAF, le Niger engage les travaux de la reprise du stade municipal, un site de compétition des matchs de la CAN des cadets que notre pays abritera en février 2015. Le maintien de notre candidature est subordonné à l'existence d'infrastructures appropriées qui répondent aux exigences et aux normes de la CAF, d'où la réhabilitation du stade municipal qui nous réunit aujourd'hui. Cette réflexion concerne notamment la construction du deuxième bloc de la tribune, la réhabilitation de la tribune existante, pour un coût de 688 200 988 francs CFA. L'entreprise Sadi Ibrahim a été retenue parmi les concurrents pour mener les travaux sous la surveillance technique du cabinet d'études AGECO pendant une durée de 3 mois. Il est important de souligner avec force 2 facteurs majeurs. Le temps très court pour mener les travaux, le paiement de l'entreprise reporté sur le budget 2015. Toutefois, malgré ces contingences majeures, nous rappelons ici le ferme engagement de l'entrepreneur à honorer les clauses contractuelles dans le délai. C'est donc une course contre la montre qui attend l'entreprise chargée d'exécuter les travaux au niveau du stade municipal. Conscient de l'immense tâche qui l'attend, l'entrepreneur a mis les bouchées doubles pour la réception de l'ouvrage annoncé à 2 semaines du début de la CAN des cadets. Il y a l'aménagement de la piste, il y a la réhabilitation de l'ancienne tribune côté officiel, et à l'extension et l'aménagement de la tribune côté est. Les travaux sont estimés de l'ordre de 680 millions de francs CFA pour une durée de près de 4 mois. On a les moyens pour que l'entreprise s'est engagée, donc avant même la signature de contrat, donc il y a une réunion de travail entre l'entreprise, le bureau d'études et le ministère de la Jeunesse. Donc l'entreprise a pris l'engagement de terminer les travaux compte tenu du fait que vraiment il y a des impératifs qui sont là, notamment l'organisation de cette CAN junior. L'entreprise s'est engagée et nous sommes réunis avec elle et on va mettre une équipe, 3 équipes qui vont travailler donc de façon alternative. Donc pendant toutes les 24 heures, les équipes vont travailler. Après avoir accumulé le retard dans la préparation de la CAN des cadets prévue en février 2015, le Niger doit cravacher dur pour le respect de ses engagements avec la CAF. L'instance africaine de football, devant le retard accusé par notre pays, a décidé d'effectuer le tirage au sort des poules le 12 novembre 2014 au Caire. La CAN des cadets du Niger 2015, c'est du 26 février au 8 mars 2015. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télé dans la Bari. Bon week-end à tous. Bonsoir.